bienvenue à tous. Ce soir, effectivement, on va parler d'un sujet à la mode, l'intelligence artificielle, et de ce qui se cache derrière. On va parler de réseaux de neurones sous différentes formes, et parce qu'on est aussi dans la période des 40 ans de l'université, je vais m'autoriser quelques parallèles pour voir dans mon domaine, dans le domaine de recherche sur lequel je travaille et que je vais vous présenter aujourd'hui, comment ont évolué certaines choses. Donc, je vais m'intéresser principalement au domaine de l'imagerie numérique. Et si tout le monde m'entend bien, ça va mieux. On va s'intéresser à cette intelligence artificielle dans le domaine de l'imagerie numérique. Alors, l'imagerie numérique, si on revient aux 40 ans de l'université, qu'est-ce qui a évolué dans cette imagerie numérique sur cette même période? Alors, quelques premiers exemples. Il y a à peu près une quarantaine d'années, était né le premier prototype d'appareil photo 100% numérique qui était équipé d'un capteur qu'on appelle CCD et qui pouvait enregistrer une première image numérique d'une résolution de 100 x 100 pixels, donc 100 petites cases par 100 petites cases qui peuvent décrire le monde visuel. Et cette prouesse technologique permettait d'enregistrer des images à cette résolution en 23 secondes sur une petite cassette à bande magnétique, comme on peut en avoir dans nos armoires. C'était donc le premier prototype, il y a à peu près 40 ans, d'appareil photo 100% numérique. Quelques années plus tard, on a vu apparaître les premiers produits grand public, et notamment le premier appareil de captation vidéo numérique grand public, c'était de la marque Sony, c'était en 1981, c'était le premier appareil photo vidéo qui vous permettait de capter, d'enregistrer à la vitesse vertigineuse de 10 images par seconde, des images à la résolution télévision américaine, donc le format NTSC de 579 par 490 pixels précisément, comme le dit la norme. Donc c'était quand même le point de départ de l'imagerie numérique avec le matériel associé. Et on se retrouve aujourd'hui avec une progression incroyable de la technologie et par exemple la semaine dernière, Google vous a présenté son nouveau smartphone. Alors tout le monde sait que Google est un très grand fabricant d'appareils photo numériques. C'est parfaitement ironique, mais il nous présente mine de rien un truc que l'on appelle un smartphone qui permet de téléphoner mais qui, sur la page de pub, présente un appareil photo absolument incroyable qu'il faut à tout prix acheter et mettre dans vos poches parce que lui a une résolution absolument gigantesque par rapport à ses premiers prototypes. On a des images de taille 4000 pixels par 3000 pixels, donc on peut couvrir avec une très grande précision de très belles scènes. Et en plus, si on veut enregistrer des vidéos, on peut les enregistrer à 120 images par seconde. Absolument merveilleux. Donc on voit sur 40 ans cette évolution technologique. Alors, cette évolution technologique, elle sert à quoi? Elle sert à capter des données. Alors, capter des images en particulier, quels sont les besoins, à quoi ça va servir. Alors on a un premier usage qui va être militaire, on a envie de prendre des photos de, pourquoi pas, la zone ennemie, détecter des objets qui pourraient nous porter atteinte. On va aussi, dans le monde médical, on veut détecter sur des images cliniques des petites choses qui peuvent nous embêter, ça va être des tumeurs, des maladies, mais ça va aussi nous aider à comprendre le monde du vivant. Donc on a tout un panel d'applications, et puis nous, personnes publiques, amateurs de photos, ça nous permet aussi de capter l'instant présent. Et pour cela, on va s'intéresser à capturer des objets précis, des contextes précis, des informations précises que l'on va vouloir enregistrer sur nos appareils numériques. Alors, pour ça, on a du matériel, mais ce matériel, même s'il a évolué, a aussi embarqué avec lui tout un ensemble de technologies qui vont permettre d'enregistrer de belles photos. Nous, ce que l'on veut, c'est prendre une belle photo avec une belle luminosité, des beaux détails. Et pour ça, il n'y a pas que le matériel, il y a aussi le système numérique qui va derrière pour bien enregistrer ces vidéos. Alors, là aussi, on a eu une belle évolution. Il y a 40 ans, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, on parlait de traitement d'image. On avait des circuits dédiés, voire plus récemment des logiciels qui permettaient de corriger automatiquement l'image pour qu'elle soit plus jolie, pour qu'elle soit plus appréciée, fasse mieux ressortir les détails, vous plaise plus, se vende mieux. Et ces dernières années, on parle de quoi? On parle d'intelligence artificielle intégrée avec le smartphone, avec l'appareil photo. Et ça va nous servir à quoi cette fois? Ça va vous servir à prendre votre photo
et avant même que vous écriviez vous-même en toutes lettres avec votre clavier ce qu'il faut voir dans la photo, Google, par exemple, avec son produit Google Lens associé à l'appareil photo, va vous créer automatiquement un résumé du contenu qu'il y a dans votre photo. Donc à quoi ça sert, encore une fois? Nous, ce que l'on veut, c'est collecter de l'information dans un domaine professionnel, militaire, médical ou autre, ou amateur. On a une masse d'informations, on a une masse de photos qui s'accumulent sur nos disques durs. Dans le temps, on travaillait, et on travaille encore, avec des albums photos qui rassemblent quelques images. On pouvait les organiser à la main, mais quand maintenant on doit faire face à une masse de photos, parce que tous les jours on adore prendre des photos, enfin la pub dit que tout le monde veut prendre des photos au moins 50 fois par jour, maintenant il y en a trop, on ne peut plus les trier à la main, et c'est absolument génial si on nous propose un produit, merci Google, ou d'autres, pour les organiser automatiquement à notre place. Voilà, donc cette présentation, elle va justement tourner autour de ça. C'est la compréhension automatique des images, et pour cela, on va parler d'intelligence artificielle, parce que ça va être potentiellement des outils, des services qui vont nous aider à organiser et chercher l'information pertinente dans nos images. Donc le tour d'horizon commencera par la base. Je prends une photo, je prends une image. Dans cette image, alors on va parler d'image numérique, on va parler, comme je l'ai dit tout à l'heure, de petits pixels qui, regardés de loin, permettent de faire ressortir des motifs, ressortir des objets. Mais si mon objectif c'est d'écrire une image, déjà on va se poser la question, avant de le faire automatiquement, vous, en tant qu'humain, si je vous propose cette image, dans le cadre noir que vous pouvez voir là, que voyez-vous? Est-ce que quelqu'un dans la salle peut me donner, avec ces mots, il n'y a pas d'erreur possible, donnez-moi une description de cette image, qui s'avance, qui ose faire une proposition? Que voyez-vous? C'est votre seule consigne, il n'y a pas de... Un avion au coucher de soleil, merci beaucoup. D'autres propositions? L'idée c'est avoir un panel d'un... Pardon? La neige, la terre, une télé, une montagne. D'autres propositions? Ah là là, vous êtes merveilleux. Tout le monde me fait des propositions que je vais qualifier de description de haut niveau sémantique. Pardon? Que d'interprétation haut niveau. Ce que je voulais vous demander justement, c'était faire ressortir ces intentions. Vous me proposez une description au niveau de l'objet, ou des objets qui composent cette image. On a parlé des objets, vous m'avez proposé des objets, des mots, des noms sur les objets de premier plan, sur l'arrière-plan, sur le contexte, etc. On pouvait aussi parler d'informations dites bas niveau, et l'information bas niveau n'a rien de péjoratif dans le monde du traitement d'image, c'est simplement la notion de contour, couleur, des informations locales qui me permettent de donner une description très fine des détails de mon image. Et ces petits détails, composants de bas niveau, assemblés, permettent de donner ces interprétations haut niveau que vous m'avez tous données. Merci. Donc vous, en tant qu'humain, vous avez envie de décrire cette image avec une information, une description de haut niveau sémantique. Donc la question c'est, vous avez quelques milliers normalement, au moins quelques centaines d'images numériques qui sont stockées quelque part, soit par vous, soit par vos collègues, soit par votre famille. Tout le monde a quelque part une grande masse de photos numériques stockées dans un coin. On aimerait en faire quelque chose. On aimerait qu'un logiciel, un programme informatique, fasse exactement la description que vous venez de me faire, de façon à organiser automatiquement tout ce bel album photo qui est au fond d'une clé USB qui sera bientôt perdue. Donc si on doit créer un algorithme ou un système qui doit comprendre, décrire automatiquement cette image, il faut faire exactement ce que vous m'avez proposé. Et la question, c'est comment? On va essayer d'y répondre, mais ce qu'il faut voir, c'est, par exemple, mon algo automatique doit reconnaître quelque chose que j'ai encadré là, ça, vous le voyez mieux. Ce petit carré que j'ai encadré, vous le qualifiez, il a déjà été qualifié de soleil couchant, c'est merveilleux, mais vous l'avez regardé de loin, vous avez regardé des pixels de loin et on avait déduit que c'était un coucher de soleil, mais quand on le regarde de près, en fait c'est un amas de pixels. Il faudrait associer ça à
un soleil couchant. Donc vous avez tous vu dans cette partie-là de ce soleil couchant les arbres hein, qui sont des sapins enneigés. On les voit tous très nettement, vous êtes tous d'accord avec moi. Et puis au-dessus, il y a le paysage, et puis au milieu, l'espèce de pâté lumineux, c'est ce que l'on appelle un soleil couchant. Bravo. Et maintenant, l'algorithme, il faut qu'il fasse exactement la même chose. Donc comment faire? Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'on va devoir manipuler des pixels. Vous avez manipulé à l'insu de votre plein gré des pixels pour en comprendre le sens, et un algorithme doit faire pareil. Alors, avant de rentrer dans le détail, on va essayer de quantifier la quantité de données qu'on va être amené à traiter en analysant rien qu'une seule image. Une seule image est composée de pixels. Donc tout à l'heure, j'ai fait un zoom, là j'en fais encore un autre. Je fais un zoom très fin jusqu'à encadrer un petit carré. Ce petit carré, c'est un pixel. Donc l'élément primaire qui permet, en agrégeant tout un voisinage, de créer un détail dans une image. Et en assemblant beaucoup, je crée une image complète. Alors, on est dans le monde numérique. Quand je veux l'enregistrer, je vais l'enregistrer sur un disque dur, une clé USB, bref, sur un support numérique. Comment vais-je l'enregistrer? Alors la norme dit, parce que des gens l'ont décidé ainsi, si j'ai envie d'enregistrer, de coder l'information lumineuse que va représenter un pixel, excusez-moi, je vais l'enregistrer sur ce que l'on appelle un octet. C'est un ensemble de 8 valeurs, soit 0, soit 1, qui nous permettent de représenter, on va dire, une intensité lumineuse. Alors si je prends un octet pour un pixel, ça me permet de créer des images en niveau de grille, la bonne vieille image noir et blanc, comme on l'appelle si mal. Si je veux maintenant des images couleurs, il me suffit d'avoir 3 octets pour un seul pixel. Un octet, ça me permet de coder 256 possibilités. Si j'ai 3 octets, une pour le rouge, une pour le vert, une pour le bleu, ça me permet d'avoir 16 millions de couleurs. Donc un pixel, avec 3 octets, je peux représenter quasiment toutes les couleurs que mon œil est capable de voir. C'est ce qui est dit dans la pub. Alors, ça n'est qu'un pixel et j'ai besoin de 3 octets. Maintenant, sur une grande image, qu'est-ce que ça représente vraiment? Alors, pour dimensionner, on va faire un petit parallèle. On va prendre un livre, quelque chose qu'on a connu, qu'on voit quand même encore de temps en temps. Dans un livre, potentiellement, il y a une histoire qui est écrite tout au long de pages. Dans chaque page, il y a des paragraphes, dans lesquels il y a des mots, dans lesquels il y a des lettres. Chaque lettre, elle, on va pouvoir la stocker, on la représente sous la forme d'un octet. Alors, pour simplement faire le parallèle pour avoir une information sur la dimension, la quantité de données qu'il y a dans une seule image, on va se faire un petit problème mathématique du soir. Attention, accrochez-vous. On va se poser la question combien de livres, moins que 1, plus que 1, et à ce titre combien faut-il de livres pour ne décrire qu'une seule image? Alors on va quantifier un peu. On va prendre une image de 8 mégapixels. Ça va être, on va dire, la définition standard du smartphone que vous achetez sur Internet ces derniers temps. Donc 8 mégapixels, j'ai envie de savoir en combien de pages je peux écrire les 8 millions fois 3 octets qu'il me faut pour l'enregistrer. Alors je vais prendre des livres de 200 pages, un petit livre, et pour lequel, sur chaque page, j'ai 40 lignes qui contiennent à peu près toutes 100 caractères. On fait une petite approximation, mais la question est, faut-il moins qu'un livre, un livre ou plus d'un livre pour encoder, enfin pour stocker toute l'information qu'il y a, toutes les données qu'il y a dans une image de 8 mégapixels? Alors qui, avec sa règle de 3 magique, peut me dire combien de livres il faut pour enregistrer une seule image de 8 mégapixels? Alors dans une page, j'ai 40 fois 100 caractères, donc ça m'en fait 4000. Dans 200 pages, combien donc ai-je de caractères? J'en ai 800 000. Si je dois monter à 8 millions, il m'en faut 10. Là, je suis en train de dire que pour coder 8 millions de pixels à un seul octet, il me faut 10 livres de 200 pages. Et comme je veux coder 3 octets par pixel, il me faut donc 30 livres. Il m'en faut 3 fois plus. Donc pour une seule image, j'enregistre toute l'information dans 30 livres. C'est déjà pas mal. C'était pour une seule image. Et maintenant, on va parler des copains.
nos amis qui sont là pour notre bien, on va parler des GAFA par exemple, qui eux ont créé des infrastructures logicielles, des superbes réseaux sociaux qui vous permettent de laisser passer quantité de données et beaucoup d'images. Et par exemple, chez Facebook, on a plus de 350 millions d'images qui défilent chaque jour. On est peut-être maintenant à 2 fois plus. Chez YouTube, on est à plus de 100 heures déposées chaque minute sur le réseau. Et vous n'êtes pas sans savoir que peut-être avez-vous reçu ou peut-être offert sous le sapin, le dernier sapin de Noël, des petites caméras sportives type GoPro, par exemple, si ça parle à quelqu'un, des petites caméras qu'on peut emporter partout, qui prennent à 60 images par seconde des images de plus de 8 millions de pixels. Donc on est, pour une vidéo sur une GoPro, par exemple, à plus de 30 livres x 60 à la seconde. Ça fait quand même beaucoup. Et quand on est sur un outil de communication type Skype, un produit Microsoft, on est à plus de 1,4 million de minutes de discussion enregistrées chaque minute. Donc chez les GAFA, on a un vrai problème de quantité de données à gérer. Ça nous en fait des livres à traiter. Alors ça, c'est le monde des GAFA. Dans le monde des gentils, je dis plein de bêtises, hein. On a par exemple le monde médical, où n'importe où dans le monde, on capte des millions d'images médicales pour lesquelles on a besoin de savoir quelle est la maladie ou tout simplement comprendre comment fonctionne le corps humain ou le corps d'autres êtres vivants. Et là, donc, on a une grande collection de données qui, potentiellement, si on les agrège toutes, va nous permettre de comprendre des régularités. Tiens, le fonctionnement du cœur à l'échelle mondiale, et on a telle constante, et puis on a des particularités locales, peut-être, je ne sais. Ça peut nous intéresser. De la même façon, on est à la période du paiement des impôts, n'oubliez pas. Et à ce titre, vous participez aussi au programme de l'Agence spatiale européenne, l'ESA, qui envoie pour nous aider aussi des satellites. Et peut-être connaissez-vous, on a le réseau Sentinel, qui est toute une constellation de satellites qui marchent par paire. Et par exemple, voilà. Si je prends le réseau Sentinel-1, ce sont des paires de réseaux qui captent des images radar. Sentinel-2 sont des images optiques qui, chaque jour, tous les 5 jours, prennent une photo du même endroit, n'importe où sur Terre. Pour chaque pixel, on a un patch de 10 mètres par 10 mètres au sol. Ce sont des satellites qui vont tourner pendant 20 ans à peu près, ou plus s'ils marchent bien. Et toutes les données seront stockées, et puis ça va nous permettre de voir l'évolution des changements climatiques, l'évolution des populations, de l'extension des villes, l'extension des forêts, etc., etc. Donc là, on est aussi sur un problème de grande dimension des données. Et ça nous amène à un premier gros mot, on va parler de Big Data, ou Big Data à la française, je vous laisse libre, mais le Big Data, c'est à la base 2 principes. Le premier est être capable d'acquérir l'information, donc je vous l'ai dit, il suffit de payer des impôts pour avoir des beaux satellites, il suffit de cliquer sur un formulaire d'inscription chez Facebook pour rentrer dans un système d'acquisition d'informations. Donc, il est facile de créer des grosses infrastructures qui sont le point d'entrée du Big Data qui permettent d'acquérir ou faire passer, défiler des quantités faramineuses d'informations, mais à la base, elles n'ont pas de valeur. La deuxième composante du Big Data, c'est être capable, à partir de cette masse de données qui n'a pas de valeur ajoutée, d'en extraire la substantifique moelle qui va créer une valeur ajoutée. Et c'est tout le problème, la question comment faire. Alors, dans le monde des images, on va rester sur cette illustration, l'idée c'est pour chaque image qui passe, chez Facebook, chez Google ou dans le laboratoire médical, ce qui va nous intéresser, ça va être faire de la détection d'objets, détection de personnes, reconnaissance d'actions, reconnaissance de contexte, qui va donc permettre de donner une description très importante, très précieuse de l'information. Facebook, vous déposez une image, votre image passe dans tout un workflow, que je reste poli, dans toute une chaîne de traitement qui va permettre de détecter tous les visages, les reconnaître, associer automatiquement les personnes qui seraient déjà enregistrées chez Facebook parce qu'elles ont tel ou tel visage déjà déposé sur telle ou telle image. Bref, augmenter, par ce biais, ils arrivent à augmenter leur toile de connaissances, leur graphe de connaissances et de relations. Mais bon, dans tous les cas, on reste sur un problème pour lequel j'ai toujours pas apporté de réponse, c'est comprendre les images. Comment faire? Alors, on est toujours aux 40 ans de l'université Savoie-Mont-Blanc, et on est toujours sur
le numérique. Et ces images numériques, justement, la science de la compréhension des images, c'est une histoire de 40 ans. Alors, sur toute cette période historique, on va distinguer différentes phases. Je vais me contenter de 3. Et je vais commencer par la préhistoire. La préhistoire, c'était il y a 40 ans. C'est bientôt mon anniversaire. Je suis un être presque préhistorique. Donc, à cette époque-là, on avait donc, je vous rappelle, les premiers appareils photo 100% numériques. Et on se posait déjà la question, comment peut-on faire pour comparer les images? Est-ce que la photo de madame face à son miroir est la même photo que celle de monsieur à la pêche? Que de caricature. Mais la question reste posée. Comment faire? Comment faisait-on avec les moyens du bord, les moyens de calcul et les connaissances mathématiques que l'on avait à l'époque pour comparer ces deux images, au moins pour dire si elles sont similaires ou dissimilaires, ou dissemblantes. Alors, une des méthodes simples, c'était à partir de cet amas de pixels, donc l'amas de pixels du haut de madame ou l'amas de pixels du bas de monsieur à la pêche, il faut extraire une signature qui permette de faire des comparaisons. Alors, ce que l'on avait proposé à l'époque, c'était calculer ce que l'on appelle des histogrammes d'intensité. Donc, pour chaque image, on va compter le nombre de pixels qui ont telle ou telle intensité lumineuse. Ça permet, pour l'image de madame, d'avoir la signature qui est proposée en haut, et l'image de monsieur à la pêche, une autre signature. Et là, on voit intuitivement, au moins visuellement, que les deux signatures que j'ai extraites, qui représentent cette image, sont assez différentes. Donc mathématiquement, effectivement, on va créer des systèmes de mesure, on va créer des distances qui vont permettre de dire si deux éléments, si deux images sont similaires ou pas. C'était une méthode préhistorique. Peut-être avait-elle des limites. Envoyez-vous une. Non? On peut se faire manger, je vais sortir une première illustration, enfin une illustration. Par exemple, sur ces deux images, donc mon image de tigre et une image de forêt, quelle intuition, effectivement, on retombe exactement pour ces deux images sur le même histogramme. Alors bon, effectivement, le contenu sémantique est différent. Une forêt est différente d'un tigre. D'un autre point de vue, effectivement, les deux peuvent être dangereux. Le tigre peut vous manger et puis la forêt peut vous perdre. Imaginez les deux en même temps. Mais ceci dit, à la base, quand on en reste à la comparaison d'images, les deux images sont différentes et pourtant on a une mesure qui dit c'est la même chose. Donc il fallait évoluer. Et c'est pour ça que de la préhistoire, nous sommes passés à, que d'approximation, au Moyen-Âge. Et dans cette phase du Moyen-Âge, on va évoluer. Nous avons, à la préhistoire, créé ce qu'on appelle des histogrammes qui comptent le nombre de pixels qui ont tel ou tel niveau de gris. On s'est dit, ça peut être intéressant pour comparer. On peut maintenant, au Moyen-Âge, avoir une autre approche. Toujours calculer des histogrammes, mais on va imaginer quelque chose. On va imaginer qu'on a un grand dictionnaire. Et on va... Voilà. Oups, pardon. Allô? Oui. On va imaginer qu'on a à disposition ce que l'on appelle un dictionnaire de petits éléments d'image. Ce dictionnaire est tellement riche que pour une image donnée, je peux aller chercher dans le dictionnaire tous les petits patchs qui peuvent permettre de la reconstruire. Donc je prends cette image de femme de la Renaissance, pour ceux qui l'ont reconnue, et je peux aller chercher dans le dictionnaire tous les petits éléments qui pourraient m'aider à la reconstituer morceau par morceau. Ça peut sembler barbare, mais pourquoi pas, admettons. Donc la question est, comment fais-je pour avoir ce dictionnaire? Alors une solution simple, c'est prendre une armée de globetrotters, tous équipés d'appareils photo divers et variés, beaucoup de cartes mémoire. Ils partent n'importe où dans le monde, ils prennent des photos d'absolument toutes les choses possibles et imaginables. Ils reviennent, on centralise tout, et on trie, on essaye de créer ce dictionnaire de toutes les choses redondantes que l'on trouve un peu partout dans le monde. Une fois qu'on l'a, alors on peut se dire, oui, madame, je vous décris avec un histogramme du nombre de fois qu'un petit élément que j'ai trouvé dans le dictionnaire vous permet de vous décrire. Très bien. Impressionné ou pas? Ah, mais il faut l'être, il faut l'être. Parce que justement, maintenant, ça vous permet de comparer des choses assez efficacement. Par exemple, madame va être décrite avec ce super dictionnaire, avec 2 yeux, un nez et une bouche, des bouts de collier, des cheveux, etc.
des éléments propres au dictionnaire à la page visage. Vous prenez une image de vélo, vous allez décrire ce vélo avec des petits patchs qui correspondent à la page des vélos. Et puis l'instrument de musique, il aura aussi ces patchs qui lui sont dédiés. Pour chacun, vous allez avoir une signature, donc un histogramme de mots visuels qui va être différent. Ça va permettre de les différencier. Donc, potentiellement, ça permet de reconnaître, de différencier les objets. Il y a en plus une propriété intéressante, c'est la combinaison. Par exemple, imaginez madame sur un vélo en train de jouer du violon. Comment puis-je la décrire? Alors, dans le temps, on ne pouvait pas, mais imaginons. Maintenant, avec les sacs de mots, pourrait-on avoir une signature caractéristique de madame sur son VTT en train de jouer du violon, avec cette méthode-là. Potentiellement, donc imaginez la scène, on pourrait décomposer cette scène avec les mêmes patchs qui nous ont servi à reconstituer, à décrire chacune des images indépendamment. Et donc, l'histogramme résultant serait plus ou moins la somme de ces trois différents histogrammes. Donc ça, c'est intéressant. Et au final, c'était une méthode qui nous a beaucoup plu ces dernières années, parce que, savez-vous, quand s'est terminée cette période que j'ai qualifiée de moyenâgeuse? La préhistoire, l'histoire a commencé il y a 40 ans. Quand s'est terminée l'ère du Moyen-Âge en traitement d'images, en analyse d'images numériques? Une proposition? Voilà, on est autour de 2010, effectivement, mais la méthode est encore en train d'agoniser. Donc on a encore quand même des approches qui font appel à ces techniques-là. Voyez-vous une limite? Ça peut être très efficace. C'est très efficace, on l'a utilisé des dizaines d'années, et on peut l'utiliser encore, mais voyez-vous une limite? C'est-à-dire? Alors, exactement. On a un premier problème, c'est à la base même créer ce dictionnaire. Comment le calculer? Il faut potentiellement qu'il ait une taille gigantesque, parce que pour décrire n'importe quelle image dans n'importe quel contexte, un petit dictionnaire ne suffira pas. Imaginez un œil. Bon, ben, un œil, c'est un concept assez simple. Manque de chance, il y a différentes couleurs, il y a différentes formes, et puis pour un même œil, suivant l'angle de prise de vue, il va avoir une apparence différente. Donc pour un simple élément, il faudra avoir toute une variété d'éléments dans le dictionnaire qui décrivent la même chose. Ça veut aussi dire que quand on va décrire une image, c'est ce que vous disiez, quand je vais vouloir décrire une image, je vais la décrire, même si elle est petite, par un sac de mots qui va être de taille gigantesque, et ça va être extrêmement difficile à stocker. Donc il fallait aller au cran suivant. Et quelle est la période suivante que je vais vous amener? Ben, on va se ramener à la période présente. Parce qu'aujourd'hui, on vous dit qu'il y a tout un ensemble de techniques, on parle d'intelligence artificielle, on parle d'algorithmes qui commencent à dépasser les capacités humaines et qui sont là pour apprendre presque comme l'humain. Et on dit même que s'ils n'en sont pas déjà capables, peut-être dans un laboratoire secret, peut-être que demain, cet algorithme pourra nous surpasser sur plein de domaines et pourra, pourquoi pas, gouverner le monde. Bon, on a eu quelques films quand même, mais va-t-on le vivre bientôt? Donc la question est surtout, IA es-tu là? IA. Alors, ma femme m'a très justement fait remarquer à ne pas confondre avec un inspecteur académique. J'espère ne pas en avoir un dans la salle. Mais voilà, non, ne confondons pas. Quand je parle d'IA, c'est intelligence artificielle. Donc IA es-tu là? Pensez-vous que l'intelligence artificielle soit parmi nous, pas forcément dans cette salle, mais qu'elle rôde par ici? La pub dit que oui. Et effectivement, bon, nous sommes dans une région riche, donc quand le week-end nous prenons l'avion pour aller à Dubaï, nous sommes accueillis par une personne aux frontières robotisée. Oui, c'est possible. Quand on prend notre taxi, on peut prendre le véhicule, un Uber, pourquoi pas, c'est un mot à la mode en ce moment, qui peut ressembler à celui présenté là-haut. Alors, attention, sur le toit, ce ne sont pas des bazookas ou des lance-missiles, c'est simplement tout un ensemble de capteurs qui permet de percevoir l'environnement pour vous amener, sans écraser trop de monde,
d'un point A à un point B. On a vu, il y a encore quelques problèmes, mais on progresse. Et bon, de façon économiquement plus viable, on a tous, dit la pub, une IA dans la poche avec nos assistants personnels. On a Siri chez la marque à la pomme, on a Google Assistant chez Google, on a Cortana chez Microsoft, on a des produits Amazon, on a plein de choses. Bref, l'IA semble être ici. Elle vous sert même à allumer vos lumières à la voix à la maison. Merveilleux. Bon, revenons avant aux fondamentaux. Qu'est-ce que l'IA? Alors, on va regarder dans un premier temps une définition du Larousse qui va nous parler de théories et de techniques qui permettent de simuler l'intelligence. C'est déjà intéressant. Qu'est-ce que l'intelligence? C'est une première question. Une autre définition de Marvin Leminsky, qui est le chercheur qui a ouvert le premier laboratoire d'intelligence artificielle au MIT, qui nous a quittés il y a quelques années seulement, lui parle de programmes informatiques, de logiciels, d'algorithmes qui sont capables, qui deviennent capables de réaliser des tâches que jusque-là, seulement des êtres doués de perception, d'organisation de la mémoire et qui ont des capacités de raisonnement, seulement ces êtres-là pouvaient réaliser des tâches complexes. Et l'IA serait là pour réaliser le même genre de choses. Donc IA, es-tu là? Possible. Donc si on l'a créé, comment l'a-t-on créé? Alors ce que l'on aime bien, nous, c'est quand on se pose une question, on essaye de faire quelque chose, on essaye de simuler quelque chose qui est notre référence, et notre référence, pour nous, c'est le monde du vivant, il paraît que l'on est intelligent, donc allons-y, donc il faudrait s'en inspirer. Donc si on veut raisonner, si on veut être intelligent, on va s'inspirer du vivant, et le vivant, avant de faire du numérique, nous humains étions très curieux, et pendant des centaines d'années, on s'est amusé à disséquer. Et on a appris plein de choses par ce biais-là. Et on s'est notamment aperçu que peut-être qu'un des fondements de notre intelligence, c'était basé sur le neurone. Une cellule élémentaire, biologique, que je vous présente là sur la gauche, qui est une simple cellule qui est dotée de dendrites qui viennent capter l'information environnante, à plus ou moins longue distance, qui agrège l'information et qui envoie une réponse sur son axone pour transmettre l'information à ses copains d'à côté. Alors nous, en mathématiques ou en modélisation, on va créer une copie numérique de ce modèle et on va simplement assimiler, on s'est aperçu que c'était une approximation valable, on va approximer le neurone biologique à ce qu'on appelle une somme pondérée avec une fonction non linéaire. Donc concrètement, notre réseau de neurones, notre neurone unique, a tout un ensemble d'entrées que je vais appeler x0, x1, x2, x3, etc. Et pour chacune, je vais faire une somme pondérée. Donc je prends la valeur x que j'ai mesurée, je la multiplie par un petit coefficient, et le but, ça va être de la prendre, et je vais le cumuler avec les autres pondérations fois les autres entrées. C'est une simple somme pondérée, tout le monde sait les calculer, et là-dessus, je vais appliquer ce que l'on appelle une fonction non linéaire qui va me rendre mon système un petit peu plus élégant, un petit peu plus complexe. Voilà, la base de l'intelligence serait un neurone. Pour faire un truc vraiment intelligent, il faut en avoir une colonie pour réaliser des tâches complexes. Et une des tâches complexes, ça peut être, par exemple, je prends une image numérique avec des pixels qui a un motif, qui représente un objet, et j'ai envie de le catégoriser. Donc je vais créer un réseau de neurones qui a des neurones organisés en couches. On a la couche de neurones, donc chaque neurone est un petit rond coloré. J'ai la couche de neurones qui est proche de la donnée de base, qui va calculer ces petites sommes pondérées pour chacun des neurones, avec les paramètres qu'il aura appris tout seul comme un grand, va appliquer sa fonction non linéaire, donner sa conclusion à tous les neurones de la couche d'après, qui vont faire la même chose avec les données de la couche précédente, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc je prends une information brute, mes pixels, j'en calcule des transformations avec des paramètres que je vais essayer d'apprendre, et de couche en couche, je peux espérer avoir une analyse de plus en plus fine, de plus haut niveau sémantique, pour pourquoi pas avoir en dernière couche mes neurones détecteurs, le neurone détecteur d'ours, le neurone détecteur de loup, le neurone détecteur d'éléphant, et que sais-je. Voilà, donc l'idée, c'est créer des colonies de neurones avec une structure, avec une grande quantité de paramètres, et le but, ça va être d'être capable d'optimiser ces paramètres pour répondre à un problème, pourquoi pas reconnaître la catégorie
de l'objet ou de l'animal que j'ai mis en entrée. Voilà. Donc, il reste une question quand même, comment je les règle? Comment puis-je les régler, ces petits paramètres W? Parce que là, j'en ai beaucoup. Alors, l'optimisation de ces paramètres, c'est quelque chose qui a plus de 40 ans. Les réseaux de neurones sont nés dans les années 50, et à l'époque, la seule solution que l'on avait pour trouver la bonne valeur, c'était par manipulation. Donc on avait tout un ensemble de potentiomètres sur l'équivalent des tables de mixage actuelles pour régler tous les paramètres. Chaque petit W était sous un petit potentiomètre. Et puis on essayait, pour un problème relativement simple, de trouver le bon jeu qui permette de donner la bonne réponse par rapport à la tâche que je me suis fixée. Mais bon, c'était un petit peu compliqué. Ça demandait beaucoup d'expertise. C'est seulement à partir des années 80-86 en particulier qu'un algorithme, donc un programme, a permis de proposer une solution d'apprentissage automatique. Et dans les années 80, on a pu adresser des problèmes. Ça va être typiquement, en 89, c'était la reconnaissance des digits, donc des chiffres écrits manuellement sur des bouts de papier. Mais mine de rien, c'était un problème relativement complexe. Et pour des tâches de reconnaissance d'images ou d'analyse d'images, il fallait d'autres solutions. Donc on a eu, jusqu'à 2006, ce que l'on appelle l'hiver du réseau de neurones, pour lequel d'autres méthodes beaucoup plus performantes ont pris le dessus. Et puis à partir de 2006, on a eu un nouveau contexte. L'accès à de grandes bases de données sur lesquelles on pouvait entraîner des réseaux de neurones, et en plus, une grande capacité de calcul. On parle de processeurs graphiques, donc pour ceux amateurs de jeux vidéo, l'objectif est toujours d'acheter la dernière carte graphique la plus puissante pour faire du jeu vidéo, mais ces mêmes cartes graphiques servent Excel à entraîner des réseaux de neurones parce que c'est du calcul massivement parallèle qui se prête très bien à ces réseaux de neurones. Donc à partir de 2006, le réseau de neurones peut revenir. Nous, en analyse d'images, c'est à partir de 2012 une date clé à laquelle un réseau de neurones sur un concours international de reconnaissance d'images a battu à plat de couture toutes les autres méthodes de l'état de l'art. Et à partir de là, on a eu tout un emballement. En 2014, on avait un excellent système de reconnaissance faciale. En 2016, on a eu la première intelligence artificielle qui a battu le meilleur joueur de Go au monde. L'année suivante, on a eu une intelligence artificielle qui a pu battre les meilleurs joueurs de poker au monde à Las Vegas. Il les a plumés, si je me permets l'expression, en apprenant directement de ses erreurs. Il a complètement été capable de proposer du bluff, comme sait bien le faire l'humain quand on est expert de jeux de poker. Et puis tout récemment, cet hiver, une intelligence artificielle nommée AlphaStar a battu les meilleurs, une très très bonne équipe, sinon les meilleurs joueurs d'un jeu vidéo assez spécifique qui s'appelle StarCraft, pour ceux qui connaissent, qui est un jeu de civilisation. Une civilisation doit user de stratégies court terme et long terme pour battre l'autre population. Donc on avait une population contrôlée par une intelligence artificielle face à des humains, avec leur choix, leur intelligence à eux, et ils ont malheureusement succombé. Donc, nous voilà face à un problème. L'homme va-t-il être dépassé par la machine? Alors effectivement, l'homme a toujours bien aimé imiter la nature, et si on prend l'exemple du vol, on s'est inspiré de l'oiseau, et puis maintenant on est capable de créer des avions qui volent plus haut, plus vite, plus loin, qui ne tombent pas souvent. On a quelques compagnies qui ont des problèmes en ce moment, mais mine de rien, on a réussi à dépasser, sur certains points, le modèle vivant. Alors pour revenir à nos réseaux numériques qui vont nous battre, qui vont nous dominer, essayons de faire des petits comparatifs. Alors par exemple, les réseaux à la mode en ce moment, qui sont capables de bien reconnaître les images, sont des réseaux, on va dire, multicouches. On peut retrouver des milliers de couches et des centaines et quelques milliers de neurones, pour lesquels on a autour d'une centaine de millions de paramètres. En général, c'est plus bas. Voilà. Si on doit la comparer à d'autres systèmes biologiques, que prenez-vous comme référence? Alors moi, j'ai pris une référence extrêmement intéressante qui s'appelle la mouche à vinaigre. La mouche à vinaigre, petit être qui ne va pas tarder à nous embêter dans cette remontée de chaleur, elle a une structure neuronale multicouche. Elle est en plus multitâche. Elle sait chercher le vinaigre, donc elle sait se nourrir, elle sait se reproduire, elle sait éviter la tapette à mouche.
Bref, elle en fait des choses. Elle nous embête toujours, elle a survécu jusque-là, donc c'est quand même quelque chose c'est un petit être intéressant. Si on quantifie son nombre de neurones, on est à 250 millions, on est de l'ordre de 250 000 neurones, à peu près, qui ont la faculté de se renouveler régulièrement. Et en termes de nombre de paramètres, alors si on assimile la connexion entre deux neurones comme un paramètre, on est à peu près dans le même ordre de grandeur. Donc la petite mouche, quand même, est bien dotée. Si maintenant on passe à la dimension supérieure, sans rester prétentieux, l'humain, lui, est multitâche. Enfin, pour vous, mesdames, nous, on cherche encore. Multicouche, ça c'est sûr. Et en termes de nombre de neurones, on est plutôt à 86 milliards à peu près. Et puis en nombre de synapses, nombre de connexions, nombre de paramètres peut-être, on est autour de 10 puissance 14. Donc on est quand même à capacité potentiellement supérieure. Donc pourquoi serait-on battu par ces petits réseaux de neurones artificiels qui viennent nous embêter, qui viennent nous rendre service, mais en même temps on en a peur? Bizarre. Bref, dans tous les cas, il reste un problème, c'est comment apprendre. Qu'on soit numérique ou biologique, comment fait-on pour apprendre? Et donc voilà, la question est posée. L'image aussi est posée, alors ça c'était simplement ma recherche sur Google. Je cherchais un avion avec un oiseau. Google m'a répondu cela. Êtes-vous capable de décrire cette image? Si vous la prenez très très bien, si vous creusez la tête pour bien la décrire, est-ce que ça ne va pas biaiser les prochaines images que vous allez voir? Bonne question. Donc on reste sur la question apprendre. Comment faire? Alors là, je vais vous présenter tout un panel de méthodes classiques. Et on va commencer par la plus simple, celle que l'on maîtrise le mieux, c'est l'apprentissage supervisé. Alors l'apprentissage supervisé, c'est quoi? C'est simplement le fait que j'ai à disposition, pour réaliser une tâche donnée, par exemple distinguer des images de chat d'images de chien, pour entraîner un réseau de neurones que j'ai imaginé à distinguer les deux, je vais avoir à disposition une base de données qui a des couples données et réponses attendues. Donc je vais avoir une grande collection d'images pour laquelle, pour chaque image, j'ai la réponse attendue. L'image en haut à gauche est une image de chat. Donc je vais la donner en entrée de mon réseau de neurones sur les neurones rouges, et en sortie, vers les neurones bleus, je veux que le système me réponde « c'est un chat ». S'il ne se trompe pas, je suis content. S'il s'est trompé, je le corrige. Et là, pour ça, on a les méthodes automatiques d'optimisation des paramètres. Donc c'est une tâche... Alors pour ceux qui sont un peu perdus, une tâche un peu à la mode pour nos jeunes étudiants en train de s'entraîner pour le bac, on peut appeler ça du bachotage. Que fait un bachoteur? Il prend les annales, toute une belle collection d'annales, d'Anabac, et puis va réaliser un apprentissage. Il va prendre pour un énoncé donné, essayer de converger vers la bonne réponse attendue. Va le faire de façon répétitive, jusqu'à avoir parfaitement appris à bien répondre aux questions. Saura-t-il généraliser après? Saura-t-il s'adapter à un contexte un petit peu différent? C'est une question qui est aussi valable pour l'humain que pour la machine. Donc, dans tous les cas, il suffit d'avoir cette base de données, et puis les moyens de calcul, et puis on va entraîner notre réseau de neurones à voir des paires. Je te donne une donnée en entrée, j'attends telle réponse. Et on va le faire des millions et des millions de fois. Donc si on dispose d'une grande base de données qui représente bien tous les chats du monde et tous les chiens du monde, dans toutes les positions d'appareil photo possibles, alors on peut avoir un super réseau de neurones qui est parfaitement capable de reconnaître, de distinguer l'un de l'autre. Ça peut prendre des heures, des jours, des mois, suivant vos capacités de calcul. Mais à la fin, on a un réseau de neurones qui est capable de passer du monde des pixels à une projection dans laquelle on est capable de trouver la zone des chats et la zone des chiens. Donc une fois que mon système est entraîné à grands coûts énergétiques, je dispose une image en entrée et il va me donner la coordonnée dans mon espace projeté de mon image. Et connaissant la séparatrice entre les différentes catégories qui m'intéressent, je pourrais déduire que cette image de chien est effectivement bien un chien. Magnifique. Alors il faut quand même se méfier, parce que là, j'ai entraîné un réseau seulement à reconnaître des chats et de chiens. Si je lui mets un éléphant en entrée, il devra catégoriser en chat ou chien. On lui a appris que ça. Et également,
Si je prends une image que je m'amuse à corrompre, par exemple mon petit siamois que j'écrase, enfin, j'écrase son image sur l'axe horizontal, je lui ajoute un petit peu de bruit, je le fais ressembler bizarrement à presque un berger allemand, que va répondre mon système? Chat ou chien? Il prendra une décision. Est-ce que cette décision vous satisfera ou pas? Pour les chats ou les chiens, ça va, mais pour les panneaux de circulation en conduite autonome, ça peut être embêtant. Donc, dans tous les cas, cette méthode d'apprentissage supervisé, elle est bien, mais c'est souvent un problème de richesse. On a besoin de beaucoup de données et puis on a besoin de beaucoup de temps. Donc une fois, même si on a de grands moyens de calcul, chez Google, on peut avoir des millions d'euros ou millions de dollars, pardon, sur leur continent, pour avoir toute l'infrastructure de calcul pour entraîner très vite un réseau de neurones avec énormément de données. Mais quand nous, on arrive avec d'autres problèmes, d'autres données sans ces moyens de calcul, il faut trouver une alternative. Alors je vais vous parler d'autres méthodes d'apprentissage, de transfert d'apprentissage, l'apprentissage non supervisé et le renforcement. Alors, le recyclage. Je vais parler de transfert. Je reviens à un autre problème, je dois faire une reconnaissance d'image. Mais pas avec les données de Google, pas avec les données d'un concours X ou Y que j'aurais trouvé sur Internet. J'ai envie de reconnaître mes images à moi et les classer dans mes catégories à moi qui m'intéressent. Comment faire? Je n'ai pas les moyens de calcul, j'ai un petit ordinateur et je veux y arriver quand même. Ce que l'on peut faire, c'est aller voir sur Internet, parce que tout le monde de la recherche en ce moment partage toutes ces innovations, Google y compris, et on peut prendre un réseau de neurones qui a été entraîné sur des données à peu près ressemblantes, sur des problèmes potentiellement pas trop éloignés. On prend le réseau pré-entraîné sur une autre tâche, et on a envie de l'utiliser sur notre problème à nous. Est-ce que c'est possible? Alors ça, c'est quelque chose qui est assez impressionnant, c'est que oui, ça marche. Et pourquoi? Parce que quand vous avez entraîné un réseau de neurones sur un problème assez difficile, avec des données extrêmement variées, sur des tâches de reconnaissance, sur des objectifs à reconnaître complètement différents, le réseau de neurones a dû se structurer, s'organiser, avoir des neurones qui se sont spécialisés sur tel ou tel critère. Et on peut regarder de couche en couche ce à quoi est sensible un neurone. Alors les neurones de la première couche sont sensibles à des choses très simples, des contours orientés, des couleurs, des oppositions de couleurs. Pourquoi pas orientés? Et quand on augmente de couche en couche, quand on va plus en profondeur dans le réseau, on a accès à des neurones qui deviennent sensibles à des choses beaucoup plus fines. À la couche numéro 2, par exemple, on peut avoir des détecteurs d'angles dans certaines configurations, des détecteurs de ronds, de demi-cercles, etc. Et plus on avance, plus on va devenir sensible à des textures, voire même des objets. Et au final, c'est surtout la dernière couche qui, elle, va être vraiment spécialisée sur le problème. Et quand on parle de transfer learning, c'est exactement ça. C'est j'ai envie d'utiliser, de réutiliser un réseau entraîné sur un autre problème pour le mien. L'idée, ça va être simplement de faire un peu de chirurgie. C'est aussi valable pour les réseaux de neurones. L'idée est simple. Vous avez vu Frankenstein, vous savez ce qu'est de la chirurgie. Vous prenez votre réseau entraîné, vous lui coupez la tête et vous lui en mettez une autre. Donc vous conservez tout ce qui a été appris dans les couches précédentes. Vous n'en rajoutez que des nouvelles couches de neurones qui vont être chargées, pour lesquelles chaque neurone va être chargé de reconnaître les nouveaux objectifs, les nouvelles catégories que vous voulez reconnaître. Et vous allez entraîner votre réseau, mais seulement ces neurones-là, avec le peu de données que vous avez. Donc par exemple, ça peut être des photographies aériennes quand le week-end vous faites un petit tour en avion avec votre appareil photo. Et donc vous pouvez l'entraîner avec des nouvelles données, donc prise de vue aérienne, pourquoi pas, pour reconnaître des types de terrain. C'est des choses qu'on a fait. On peut entraîner un réseau de neurones à reconnaître ce type d'image en seulement 5 minutes sur un petit ordinateur portable, et ça marche extrêmement bien. Et ça bat à plat de couture les méthodes type sac de mots dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, l'entraînement supervisé, c'est possible. Autre solution, autre méthode d'entraînement, l'apprentissage dit non supervisé. Alors le non supervisé, c'est assez simple, c'est que vous avez accès à toute une grande collection de données, mais pour lesquelles vous ne savez rien. Et il faut en faire quelque chose. Vous aimeriez, on est dans le problème Big Data, j'ai une masse de données, mais je ne sais pas ce qu'il y a dedans. J'ai envie pourtant d'en extraire une information que je pourrais valoriser, en créer une valeur ajoutée. Et pourquoi pas décrire mes contenus. Alors, comment faire? Ce que l'on sait faire, c'est, par exemple, je récupère toute la collection de photos que j'ai prises depuis mes premiers voyages. Je prends l'un ou l'une d'entre vous,
je dispose ma pile d'images sur cette table-là et je vous demande de l'organiser. Qu'allez-vous faire si vous n'avez pas plus de consignes? Vous allez essayer de créer des familles. Alors si j'ai des images de chats et chiens, je vais peut-être créer la famille des chats, la famille des chiens. Donc je vais les mettre à des positions différentes sur ma table. Et ma tour Eiffel, je vais la mettre à un autre endroit, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous allez créer une projection de ces données images très complexes. Vous allez leur affecter une coordonnée sur un espace en 2 dimensions. Une coordonnée x, y représente une image potentiellement très compliquée. Alors, c'est le principe de l'apprentissage non supervisé. Et en réseau de neurones, on va utiliser ce que l'on appelle des auto-encodeurs. On va avoir un réseau de neurones qui va prendre par sa gauche en entrée une image assez compliquée, va par tout un ensemble de couches neuronales créer ce que l'on appelle un code latent. Donc ça peut être simplement 2 coordonnées x, y. Voilà, le code latent de mon image de chat en haut à gauche, ça va être la valeur x égale 1,325, y égale 3,2003, qui me dit le chat est là. Ça, c'est la première partie de mon réseau de neurones. On appelle ça un encodeur, qui me donne un code pour une image d'entrée. Et la deuxième partie du réseau de neurones, ça va être le décodeur. Il va prendre cette coordonnée, et son objectif, ça va être de reconstruire le chat d'origine. Donc le chat noir en haut à gauche, celui-là et pas un autre. Quand on est en non supervisé, on ne peut qu'apprendre à transformer la donnée pour la reconstruire. C'est un des moyens les plus classiques pour y parvenir. Et l'intérêt, c'est que ce code latent va nous permettre de créer ces familles automatiquement. Voilà. Dernière méthode, ce qu'on appelle l'apprentissage par renforcement. Là, on change de paradigme. On est plus sur ce que je vous ai montré auparavant. Je mets en entrée une donnée à un réseau de neurones, il me donne une décision. L'apprentissage par renforcement, le principe, c'est un petit peu plus proche de l'agent. J'ai un agent, un individu numérique qui capte une information, donc il peut recevoir une image quand même, mais ce qu'il va générer en sortie, ça va être une ou plusieurs actions. Donc par exemple, un petit robot a une caméra et il a plusieurs degrés de liberté pour bouger ses membres. Et on va lui donner un objectif. Par exemple, dans la vidéo que je vais vous montrer, l'objectif c'est trouver le moyen, l'organisation de tout le corps pour aller le plus loin possible sur un chemin, quels que soient les obstacles. Par renforcement, le système va apprendre par jeu d'essais-erreurs à résoudre ce problème. Apprendre comment coordonner ses mouvements pour toujours rester stable, toujours courir tout droit, pour toujours aller au bout du chemin. Chaque fois qu'il va se tromper, on va pénaliser l'ensemble des décisions qu'il a prises. Il a décidé de bouger la main comme ça, puis le bras comme ça, puis le pied comme ça, et non, ça ne marchait pas, je ne tiens pas debout. Et au contraire, quand il aura trouvé la bonne démarche, il aura réalisé tout un ensemble d'actions qui le fait bouger dans le bon sens, et on va valoriser cet enchaînement de décisions. Alors pour cela, une petite démo. Pouf. Donc c'est un produit Google, qui montre une séquence d'apprentissage, qui montre ce que sait faire notre réseau de neurones, intégré dans ce petit humanoïde qui est capable donc de bouger l'ensemble de ses membres. Et après quelques milliers d'essais-erreurs, donc il a beaucoup de vie ce petit robot, il va être capable de coordonner tout son corps, donc pas seulement les membres inférieurs, mais également toute la dynamique qui est liée à la structure, à la partie supérieure du corps pour gérer tous les problèmes d'inertie, évitement d'obstacles, etc. Et on arrive à faire des choses assez intéressantes par ce jeu d'essais-erreurs qui est basé sur l'apprentissage par renforcement. Donc regardez, là dans ce cas-là, on voit toute la dynamique, la partie supérieure du corps est là pour compenser les virages, les efforts latéraux, et toujours maintenir le cap tout droit, tout en évitant les obstacles, etc. etc. Voilà, c'était encore une pub Google. Pardonnez-moi, mais ils les font bien. Voilà. Donc, je vous ai présenté 3 méthodes d'entraînement. Alors, la question est, laquelle est la bonne? Sur qui pariez-vous? Oups, je sors du champ, je suis dans le champ. Sur qui pariez-vous? Renforcement, j'ai entendu? Le connexionnisme, oui. Mais oui. Mais vous l'associez à quel apprentissage? Le renforcement?
Ok, donc j'ai une majorité pour l'instant de votes pour le renforcement. Avez-vous des contre-propositions? Ça dépend des cas, merci. Ça va m'aider. Mais effectivement, alors, la question est, on pourrait essayer de répondre à cette question en se posant la question, comment un individu qui est né un jour finit par savoir conduire? Comment passe-t-on le permis? Avec quelle méthode d'apprentissage passe-t-on le permis? Pardon? Le renforcement? Alors, effectivement, mais ce petit être qui va apprendre à conduire, dans sa vie même intra-utérine, était-il déjà conditionné pour apprendre à conduire? Dans sa vie intra-utérine, ce petit être qui un jour va conduire n'avait pas encore l'instruction « Conduis mon enfant, tiens, je te donne un guidon » ou éventuellement un volant avec des pédales d'accélérateur, etc. et apprends à conduire. Donc, il y a du renforcement, peut-être à un moment, mais peut-être qu'il n'y a pas que. Alors, bon, je vous emmène sur des... je nous fais diverger, mais ce que l'on peut prendre comme illustration, ça va être ce gâteau. Alors, c'est une illustration donnée par Yann Lequin. Yann Lequin, qui est directeur du laboratoire d'intelligence artificielle chez Facebook. Ça rééquilibre par rapport à Google, si j'ai bien compris. Lui prend pour illustration de l'apprentissage ce gros gâteau. Il distingue trois parties, le cake, donc la partie consistante, le glaçage, et la petite cerise sur le gâteau. Et la question est, quel apprentissage et quoi? Alors, si on reprend cette histoire de petit enfant qui un jour deviendra grand et saura conduire. Il n'est pas né pour conduire. Donc, à la base, en vie intra-utérine, il avait déjà des capteurs fonctionnels, l'ouïe, la vue, enfin tout un ensemble de capteurs, le toucher déjà. Et que pouvait-il faire, sinon percevoir? On peut supposer que dans cette phase-là de la vie, il était exclusivement en apprentissage non supervisé. Il apprenait simplement à auto-encoder toutes les informations afférentes pour essayer de comprendre, de son point de vue, avec ses capacités du moment, ce qui l'entoure. De même, quand il est né, il n'était pas encore en capacité de comprendre les interactions avec ses comparses, avec sa famille, avec le chat, avec le chien. Il était là seulement pour capter, accumuler l'information. Alors bébé qui pleure le soir, il y a des problèmes d'appétit, il y a des problèmes de couche, mais il y a aussi le problème de, pendant toute la journée, j'ai perçu énormément d'informations, ça commence à faire mal à la tête. Donc, on est dans une phase d'apprentissage supervisé. Non supervisé, excusez-moi. Un jour, le petit s'est suffisamment développé pour pouvoir interagir avec l'extérieur. À ce moment-là, il peut répondre à des questions, il peut interagir avec son environnement, avec ses proches en particulier, et là, il va pouvoir passer en apprentissage supervisé. Avant, il pouvait voir plein d'éléments, dont un chat, mais il ne savait pas que c'était un chat, mais il savait le différencier du papa et de la maman, et il savait même différencier le papa de la maman, voire du petit frère et de la petite sœur, et des personnes étrangères à la famille. Et puis un jour, on lui a dit, lui c'est le chat, là c'est papa, là c'est maman. On est passé du non supervisé au supervisé. Donc il y a une interaction forte entre les deux, et dans l'apprentissage non supervisé, on a également pris le temps d'apprendre un sens commun. Je prends cette bouteille, je la lance. Attention. J'avais quand même prédit, même si je suis fatigué, j'avais prédit qu'elle tomberait à tel endroit, j'ai été capable de la rattraper, et pourtant, je n'ai pas forcément eu les meilleures notes en physique dans ma vie, mais j'ai un sens commun qui m'a permis de savoir qu'il y a une forme de gravité, cet objet a un poids, cet objet, quand je le lance, quand je lui donne une force, va aller potentiellement dans telle zone, et je vais être capable de la récupérer, je me coordonne pour la récupérer. Donc ça, on peut l'apprendre de façon non supervisée. Et puis, on perfectionne avec le supervisé. Et donc, le renforcement, il est où? Alors, je reprends mon petit enfant qui doit apprendre un jour à conduire. Il a appris, depuis sa vie intra-utérine, à se représenter le monde. Il a appris le sens commun, il a appris la notion de poids, de masse. Même s'il n'est pas capable de le mettre en équation, il a cette perception, il a ce sens commun, tout simplement. Il sait qu'un objet lourd envoyé à haute vitesse, ça va mettre du temps à s'arrêter, par exemple. Plus tard, on lui a appris de façon supervisée comment il faudra conduire un jour. Quand tu as envie de tourner sur la route à droite, il faudra penser à mettre ton clignotant. En face, là, c'est un panneau qui veut dire stop. Là, c'est un panneau qui veut dire sens interdit. Dans tel cas, il y a telle règle ou telle autre règle. C'est du supervisé. Et puis, un jour, on lui met
le volant entre les mains, et puis là, par renforcement, potentiellement, on va apprendre à bien faire un créneau. Mais avant, comme on aura accumulé tout un ensemble de savoirs, en grande masse, avec le cake qui va être le non supervisé pour l'acquisition d'un sens commun, en supervisé pour les règles qu'il faudra appliquer en se basant sur notre perception du monde, et ben à faible coût, je vais pouvoir apprendre de façon, par renforcement, certains travaux précis, avec un risque de consommation, avec un risque économique plus faible. Je casserai moins de voitures avant de savoir conduire. Voilà. Donc, pour finaliser, quelques applications, des choses qui tournent en ce moment proche de chez vous sur ces différents modes d'apprentissage. Pour l'instant, on est surtout capable de les faire travailler les uns indépendamment des autres. Donc, par exemple, dans le monde de l'apprentissage supervisé, on sait reconnaître des images, mais on sait également faire de la reconnaissance automatique de documents. Ceux qui travaillent sur la gestion automatisée, la gestion numérique de documents, on a des systèmes entraînés de façon supervisée pour différencier la facture de la note de recherche, du compte-rendu de réunion, etc. etc. On peut apprendre de façon supervisée à traduire. Il suffit d'avoir des paires de textes, texte en langue 1 vers texte en langue 2. On peut apprendre de façon supervisée cette traduction. On peut apprendre ce que l'on appelle à prédire des séries temporelles, par exemple le cours de la bourse. De façon supervisée, je peux tenter d'apprendre à prédire l'évolution de telle ou telle action dans le futur. Et on peut aussi faire une dernière illustration sur ce qu'on appelle le Visual Question Answering. C'est simplement le fait que je me pose une question sous forme textuelle. Donc, par exemple, quelle est la couleur de cet individu volant? Et la réponse se trouve dans une autre source d'information qui est une image. Et il faut aller comprendre cette image. Enfin, le réseau de neurones doit comprendre cette image pour pouvoir répondre à la question. Et il faut également qu'il ait pu comprendre la question. Et donc là, on peut le faire de façon supervisée en donnant des triplets, les deux données d'entrée et la réponse attendue. Quand on est en non supervisé, on va parler de création de famille, c'est ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc on est intéressé pour un ensemble de données, de trouver la famille des bleus, des rouges et des jaunes. Et puis on va également pouvoir avoir d'autres bénéfices comme trouver les outliers ou trouver les anomalies, donc les points qui ne tombent dans aucune famille. C'est un classique de l'apprentissage non supervisé. Mais actuellement, on fait des choses assez rigolotes. Par exemple, la prédiction de texte. Avez-vous entendu parler de challenges en machine learning, en apprentissage automatique, qui ont pour but d'écrire le prochain épisode ou la prochaine saison de la série Game of Thrones ou de Harry Potter? On a des résultats assez intéressants, souvent loufoques, mais on a déjà des constructions de phrases, des constructions d'histoires qui sont intéressantes. On peut aussi apprendre de façon non supervisée à transformer un cheval en zèbre. Et même la fonction inverse, transformer le zèbre en cheval. Ça, on peut le faire de façon non supervisée, on a des résultats assez intéressants. Et on a également de l'arithmétique, des concepts. Par exemple, on peut apprendre pour une image donnée d'un homme brun à lunettes, on peut, de façon numérique, je vous rassure, lui enlever sa caractéristique homme, lui rajouter sa caractéristique femme, pour obtenir à la fin une femme brune à lunettes. Magnifique. Et ça, on peut le faire, on apprend à le faire en non supervisé. Pour le renforcement, on a beaucoup d'applications actuellement dans le monde de la robotique. Pour le jeu, par exemple AlphaGo, le logiciel qui a battu l'Isidol au jeu de Go en 2016, il a principalement appris en renforcement. Il a appris à jouer contre des parties humaines, mais il a également appris à jouer contre lui-même. Ce qui lui a permis de générer des séquences de jeu qui sont non régulières, qui sont non connues des humains. Et c'est aussi en partie ce qui a pu surprendre l'Isidol sur certains coups que lui avait proposé la machine. Autre application, la conduite autonome. On a un petit peu d'apprentissage par renforcement. En sont dedans. Voilà. Donc, d'une façon générale, l'image n'est qu'un support pour vous montrer tout ce que l'on sait faire en IA, mais le fondamental, c'est être capable de capter l'information. Mon micro capte de façon intermittente. Voilà. L'intelligence artificielle est là pour nous rendre service, d'une certaine façon, pour capter des grandes quantités d'informations, l'interpréter pour créer du service. Et les services, actuellement, et on a beaucoup de mots à la mode, on parle de smart home, donc de maisons connectées, de maisons intelligentes, de smart city, donc on a la même chose
la ville intelligente qui va éclairer ses spots seulement la nuit, seulement là où les voitures passent, pour leur donner un champ de vision suffisant tout en étant économe en énergie, pourquoi pas. On a donc la voiture autonome, l'industrie 4.0, etc., etc. Donc tout un ensemble d'activités pour lesquelles l'intelligence artificielle est annoncée à grands coups marketing comme la solution à plein de problèmes. Et bien sûr, l'humain sera très complémentaire à la machine. Enfin, c'est 2-3 informations qui ont été données, il me semble, par la branche marketing de la compagnie qui faisait la pub d'un certain produit. Voilà. Mais donc, ne nous y trompons pas. On vend de l'intelligence artificielle, on dit que c'est intelligent. Alors, où avez-vous vu l'intelligence? Monsieur avait très bien posé la question. Dans tout ce que je vous ai proposé, où est vraiment l'intelligence? On a parlé d'apprentissage, on donne des informations en entrée, on a une tâche à réaliser, mais il n'y a pas de raisonnement. Et ça, c'est encore une des limites. Mais il y a aussi d'autres limites. L'humain est perfectible, il est dit intelligent, mais est perfectible. Pourquoi pas l'IA? Alors justement, il y a tout un ensemble d'activités qui tournent autour de la fiabilisation de l'IA ou l'attaque de l'IA pour lui faire comprendre tout et n'importe quoi. Par exemple, sur cette image de chien en haut à gauche, vous la donnez à un réseau de neurones tout à fait capable d'associer cette image à la catégorie chien. On peut s'amuser à trouver la perturbation sur l'image, donc le petit motif au milieu, plutôt grisâtre, que je vous montre, que j'ai vraiment amplifié parce que c'est une perturbation qui est extrêmement faible et imperceptible, que je vais ajouter à l'image d'entrée, ça me fait l'image de droite. Et pour ceux qui ont traduit, la même IA qui a bien reconnu l'image de gauche en tant que chien, reconnaît l'image de droite en tant qu'autruche. Bon. Pauvre petit chien. Ceci dit, il aura autre chose à manger. Ceci dit, on a d'autres cas d'application où c'est un petit peu plus critique. Potentiellement, la conduite autonome, tromper à la reconnaissance des panneaux de circulation, ça peut être un vrai problème. Alors, il y a différents types d'attaques. Donc là, je vous parlais d'une attaque un motif complet qui va polluer toute l'image, mais on a aussi beaucoup d'activités sur la recherche de la plus petite attaque qui va faire dire la plus grosse bêtise au réseau de neurones. Alors, exemple ici, je prends des images basse résolution parce que c'était la publication associée. Je prends une image de bateau, si vous l'avez reconnue. Je vais m'amuser à trouver la transformation, passer un certain pixel en blanc, celui-ci, je ne suis pas assez grand, qui va faire croire, qui va faire générer une prédiction quasiment certaine par un réseau de neurones, où il va être quasiment certain que ce bateau est en fait une voiture. De la même façon, ce joli cheval a bizarrement reçu un pixel noir sur la fesse droite et se transforme, ou est interprété comme une jolie petite grenouille. Et dernière attaque, une autre attaque, pardon, parce qu'il y en a plein, ce genre de motif qui est un motif optimisé pour faire dire n'importe quoi à n'importe quelle IA, enfin à certaines IA en particulier, et on peut les spécialiser pour chacune des IA. Donc voilà, on a toujours ce système de je crée une intelligence, je crée un système, et puis il y a la contre-attaque, et il faut toujours savoir la moduler. Donc dans tous les cas, voilà, l'IA, on a beaucoup de discours politiques, beaucoup de discours marketing, mais mine de rien, on est encore dans un stade de recherche extrêmement intensive, avec les GAFA qui sont acteurs avec de très grands moyens, mais on a des limites. On a tout d'abord ce problème de sens commun. Si je donne une photo avec une voiture avec des ailes d'avion sous l'eau, que va prédire mon réseau de neurones? Nous, humains, si vous avez peut-être imaginé la description que je viens de vous donner, ça nous interpellera. Le réseau de neurones, jusque-là, a du mal à faire ressortir ces anomalies. Il faut lui apprendre. On ne sait pas comment encore le faire. Il y a un problème de biais humain. Un réseau de neurones, je l'entraîne en lui donnant des informations. Je lui donne une grande base de données. Oui, mais c'est moi qui l'ai choisi, moi humain. Ce n'est pas toute la génération, ce ne sont pas toutes les données possibles que mon intelligence artificielle est supposée rencontrer après dans son usage dans la vie courante. Donc j'ai introduit un biais dans les prédictions parce que je l'ai entraîné avec des données qui sont choisies, qui peut-être vont dériver des données qui vont être captées dans l'usage réel. On a des problèmes d'incertitude. On me dit que c'est un chien. À quel pourcentage? Quel est le taux d'incertitude sur la prédiction? On a toujours des problèmes de raisonnement. On a des problèmes de multitâche. On a des problèmes également de consommation énergétique. Actuellement,
on est capable d'entraîner des réseaux extrêmement rapidement, mais avec un coût énergétique absolument faramineux. Nous, êtres biologiques, avons quand même une capacité à apprendre bien. Bon, tout au long de notre vie, on progresse de jour en jour, mais on a une consommation de l'ordre de 10 watts pour le cerveau, ce qui est assez raisonnable. Un réseau de neurones assez avancé, on l'entraîne en quelques semaines avec un seul GPU qui va tourner à 200 watts. Donc on est quand même sur une consommation énergétique potentiellement très différente. Surtout qu'on ne va pas entraîner un réseau de neurones une seule fois parce qu'on a tout de suite le bon jeu de paramètres, on va l'entraîner des dizaines de fois avant de trouver la bonne configuration. Donc on a un coût énergétique absolument gigantesque. Et nous, humains, avons la capacité d'interagir entre nous pour potentiellement profiter de la connaissance et du savoir des autres. Nous sommes des êtres sociaux et on bénéficie aussi d'apprentissage optimisé par ces liens sociaux. Bon, Facebook avait peut-être raison du coup. Enfin bref, on peut toujours se poser des questions. Donc voilà, j'arrive à la fin de ma présentation. Je voudrais juste vous présenter un produit. Alors il n'est pas Google, il n'est pas Facebook, il est russe, il s'appelle produit Yandex. Si par hasard vous allez en Russie prochainement, vous prenez un taxi Yandex et voilà un exemple de conduite autonome réalisé en Russie il n'y a pas si longtemps que ça, après une chute de neige. Bon, d'accord, la rue a été déblayée, il n'y a plus trop de neige. Bon, on est quand même en conditions hivernales, sur une route étroite, avec des voitures, des gens tout autour, de la circulation. Et mine de rien, on a une voiture qui s'en sort pas trop mal, comme c'est dit dans cette page de pub. La personne a été évitée, incroyable. Nous avons une conduite autonome qui paraît plaisante. En plus, ça va très vite, mais ne vous y trompez pas quand même. La vidéo est accélérée 4 fois. Mais bon, apparemment, ça marche bien. Donc, voilà, gardez en tête qu'on a des produits qui vont envahir notre quotidien, qui sont déjà en train de le faire. N'oubliez pas vos produits intelligence artificielle, et voilà. Alors, mais justement, Stéphane Mala est rentré, a fait des cours merveilleux au Collège de France ces derniers temps. Vous pouvez télécharger les vidéos. J'ai regardé des présentations qu'il avait fait en 2017 où il parlait justement de cet exemple-là. Vous avez un système automatisé. Alors, il prenait l'exemple des avions. Et puis il disait, ben voilà, on a une intelligence artificielle qui est amenée à piloter l'avion. C'est super. Sauf que comment va se comporter le système le jour où un capteur est défaillant? Donc il prenait l'exemple d'un 747 qui a une sonde qui se met à mal fonctionner, le système automatique qui commence à faire n'importe quoi, et pouf. Au final, c'était presque de l'anticipation, parce que le bon numéro était 737 max, et on tombe sur exactement ce genre de problème en ce moment. On est sur des systèmes algorithme qu'on peut peut-être qualifier d'IA, je ne sais, je ne m'avancerai pas trop, mais on a un algorithme qui reçoit des informations de différents capteurs qui peuvent être défaillants ou non. En l'occurrence, certains pouvaient être défaillants et donner une information de décrochage qui conduisait l'algorithme à envoyer une commande de changement de configuration de la direction qui amenait à une lutte entre l'humain qui voyait bien que tout allait bien et qu'il ne fallait pas corriger la trajectoire, alors que l'algorithme croyait qu'il fallait à tout prix redresser. Donc voilà, on est toujours sur cette problématique de perception, multicapteur, taux de fiabilité des données et fiabilité des prédictions. Voilà. Mais c'est effectivement un grand sujet de recherche. Et au laboratoire Listic, on a différentes activités, ça sera ma dernière slide. On a différentes activités sur ce domaine, dans le domaine du traitement d'images, mais d'autres en cours. On s'est intéressé à des problèmes de, on va dire, vidéosurveillance, reconnaître, détecter tous les moments où une certaine personne rentre dans un certain lieu. Donc pour ça, on a participé à des concours internationaux, principalement américains, pour lesquels on nous donne quelques images d'une personne en particulier et quelques images d'un lieu. Et puis on nous demande de trouver tous les instants dans presque 1 millier d'heures de vidéo pour lesquelles cette personne est rentrée dans ce lieu. Donc on peut utiliser des méthodes d'IA, enfin qualifiées de IA, qui sont des réseaux de neurones qui ne savent pas encore raisonner, pour y arriver. On s'intéresse à d'autres projets assez intéressants, par exemple en astrophysique, une collaboration avec le laboratoire de physique des particules, pour lesquels on va associer
astrophysique et intelligence artificielle sur un problème de détection et reconnaissance des propriétés des rayons gamma dans le cadre du projet CTA, un projet international pour lequel on crée des infrastructures, des télescopes qui vont photographier les flashs lumineux produits par les rayons gamma quand ils viennent impacter notre atmosphère. Et le but est de déduire d'où ça vient, avec quelles propriétés, pour comprendre un peu notre univers. Donc ça, ce sont des projets plutôt académiques. Et on a des partenariats plutôt industriels. Alors, à l'échelle locale, on a un partenariat avec About Goods, par exemple, qui développe des applications pour nous aider à comprendre le contenu de nos paniers de courses, simplement en prenant une photo de notre ticket de caisse. On peut suivre, via leur application, automatiquement notre budget au fil de l'eau, au fil de nos consommations. Et puis ça permet également de récupérer des statistiques assez fiables sur la consommation à différentes échelles. Et puis on a d'autres partenariats, par exemple, ça sera le dernier, avec Total, pour la détection automatique des huiles à la surface des océans. Donc là, on est sur un problème de reconnaissance d'images, enfin reconnaissance d'objets huileux à la surface des océans depuis des images radar. Voilà, c'est encore un autre contexte applicatif. Puis on est soumis à une pression actuelle où le mot IA est très à la mode et on est sollicité en beaucoup d'endroits. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Je suis bien sûr toujours trop long, donc il est toujours temps d'avoir 2-3 questions.